Bonsoir. La notion de mal-être existentiel traverse la totalité de l'œuvre de Freud. Mais que cette observation ait conduit nombre d'auteurs à stigmatiser un certain pessimisme freudien ne me semble pas juste. Parce que le père de la psychanalyse est loin d'être le seul à attribuer à toute souffrance psychique un fondement ontologique. Et quand je dis un fondement ontologique, c'est pour souligner que c'était déjà là, avant, et que donc ce que nous appelons la maladie, n'importe quelle maladie, eh bien la maladie pourrait être considérée comme la conséquence de ce mal-être primordial, ce mal-être qui était déjà là, présent en nous. Cela nous permet peut-être, dès cette introduction, de comprendre que quand on entreprend une psychanalyse, il ne faudrait surtout pas s'engager sur le chemin avec l'illusion que l'analyste va nous soigner, l'illusion que nous allons guérir ou encore que cette démarche va nous conduire vers une espèce d'harmonie, d'équilibre. Vous savez, cette espèce de fantasme de nirvana fœtal véhiculé par les médias psy, la mode, le marketing, bref, les nourritures de l'espoir et de l'illusion. Voyez-vous, la découverte de l'inconscient n'a pas eu pour seule conséquence de porter un regard neuf sur le sujet de la folie. Ah, bien sûr, quand on pense à la vocation de la psychanalyse, on pense classiquement au fait de rendre conscient une part d'inconscient. C'est très réducteur. La psychanalyse va bien au-delà de cela. Elle met en lumière un creux, un vide, un abîme à l'intérieur de l'être. Un abîme qui se traduit, qui se manifeste par des symptômes comme le manque ou la perte. La psychanalyse place sous une lumière crue et implacable cette utopie selon laquelle une société pourrait permettre à tous ses membres de vivre dans la plus belle harmonie qui soit. Un monde dont tous les habitants seraient égaux, identiques, où il n'y aurait plus ni manque ni culpabilité, où nous pourrions vivre en belle amitié avec la nature et bien évidemment, un monde dans lequel la mort n'existerait plus, ou en tout cas dont l'idée aurait été évacuée. Autrement dit, un univers dans lequel le refoulement aurait parfaitement réussi. Quand vous lisez des magazines de psychologie, quand vous participez à des séminaires de développement personnel, la promesse qui vous est faite, c'est d'arriver à contraindre le malheur, à dénier la mort, à repousser toutes les limites, quelles qu'elles soient. Mais en agissant de cette façon, notre société ne se rend pas compte que dans le même temps qu'elle prétend évacuer la mort et la culpabilité, elle chasse tout ce qu'il y a de singulier dans l'humain. Elle vole, elle soustrait au sujet cette part fondamentale d'indétermination et donc de liberté que la psychanalyse, au contraire, vient lui rendre. Ce que révèle la psychanalyse, c'est que nous souffrons d'un manque à être et que rien ne saurait combler ce manque. Inutile de chercher une cause, une origine, un événement, un moment précis qui pourrait l'expliquer. Inutile de mettre en avant une frustration, une perte supposée. Ce manque à être est structurel. Il est constitutif de l'humain. Il impose au sujet d'accepter son poids de responsabilité, de culpabilité, sa part de dette. Que ce soit dans le cours d'une analyse, ou que ce soit dans le cadre d'un séminaire de psychopathologie, j'attire souvent l'attention sur la confusion tellement fréquente et ô combien commode entre ce que je nomme le pétard d'une part et l'allumette d'autre part. Vous savez que nombre de réflexions d'épicerie, nombre de pseudo-thérapies soi-disant révolutionnaires veulent absolument conduire le patient à retrouver la trace d'un moment de son histoire qui aurait déclenché
la maladie, le symptôme, la névrose. Mais quel que soit l'événement considéré comme la racine du symptôme, parce que précédant l'apparition de ce symptôme, cet événement ne constitue pas le pétard. Il est juste l'allumette qui met le feu à la poudre du pétard, lequel était déjà là, en sommeil, en attente. Ainsi, la culpabilité, la faute, la dette sont-elles à exhumer de processus psychiques très précoces qui seront activés par des événements de notre vie. Et c'est alors de cette conscience de culpabilité que naît l'angoisse de l'attente, l'attente d'un malheur imminent, un malheur qui ne saurait tarder à fondre sur nous et à nous accabler comme sanction à la faute commise. Prenons un exemple d'une clinique fréquente. L'anxiété d'anticipation et ses crises de panique souvent consécutives. Lorsque vous considérez la plainte de ces patients, et ils sont nombreux, il ne s'agit de rien d'autre que cette angoisse d'attente, de cette certitude que le ciel va nous tomber sur la tête parce que nous avons fauté. J'ai évoqué à l'instant la conscience de culpabilité. Eh bien, j'insiste pour dire que seule la conscience, la compréhension du processus psychique initial peut aider de tels patients. Seule cette conscience peut faire chuter ou en tout cas réduire considérablement l'angoisse d'attente de ces patients. Sans cela, on ne fait et ils ne font que se raconter des histoires apaisantes parfois, mais d'un apaisement rarement durable. Piochons dans la clinique un autre exemple fréquent, la honte. Eh bien, il faut arrêter avec ces auto- ou ces hétéro-flagellations qui consistent à nommer un acte de notre vie comme étant à l'origine de nos sentiments de honte, parce que cet acte serait considéré dans notre environnement socioculturel comme non conforme, immoral, pas bien, inadmissible, scandaleux, etc., etc. Quel que soit l'acte concerné, il n'est encore une fois qu'un tremplin, un prétexte, une bonne occasion pour mettre le feu au pétard. Il faut remonter beaucoup, beaucoup plus loin dans notre histoire pour trouver les racines de la honte. Il nous faut remonter à ce pervers polymorphe qu'est le petit enfant, cet être pétri de pulsions, ce jouisseur invétéré, jouisseur et pourtant dans le même temps juge sévère de cette jouissance pulsionnelle. Freud nous apprend en effet que la relation au bien et au mal apparaît bien avant que s'élabore la conscience morale. Autrement dit, l'intériorisation des interdits parentaux et sociétaux qui façonnent peu à peu le surmoi intervient dans un temps second, c'est-à-dire après l'élaboration d'une instance surmoïque interne. Dès sa prime enfance, l'humain se trouve donc imprégné de ce mal-être issu de l'hydraulique des pulsions et compréhensible par une culpabilité déjà présente et que l'élaboration du surmoi ne fera que confirmer. Dans ce contexte, on comprend que la notion de maladie n'est strictement rien de commun avec la mode si commode qui consiste à interpréter l'immense éventail des maux de l'humanité à l'aide d'une grille, vous savez, une grille révélée à son créateur et prétendument infaillible. L'éclairage ainsi obtenu permettrait au malade de comprendre pour quelle raison il est accablé. Quant à guérir, ça c'est une autre histoire que la grille ne raconte pas. Eh bien, très loin de cette vision qui se voudrait rationnelle et qui sent pourtant la magie, le père de la psychanalyse attribue à la maladie une fonction tout autre. Dans les essais de psychanalyse, il écrit « Le sentiment de culpabilité est muet pour le malade. Il ne lui dit pas qu'il est coupable. Le patient ne se sent pas coupable, mais malade. » Alors, dit plus simplement, la maladie aurait pour fonction de cacher au patient la culpabilité. Elle aurait pour fonction de l'en protéger. À bientôt.